Ce sont des croyances qui sont irrationnelles et à travers lesquelles on observe nos circonstances. Donc, parmi lesquelles, la première, on pourrait les regrouper autour de trois grands thèmes. La première, ce serait « je dois être parfait » ou bien « je dois absolument réussir ». On adopte ce type de pensée quand on a été un peu plus jeune. Nos parents nous ont généralement prisés pour les résultats qu'on a eus à l'école, pour les résultats qu'on a eus de façon académique, mais ne nous ont pas nécessairement témoigné beaucoup d'affection en dehors de ce cadre-là. Et donc, on se dit que pour être digne d'intérêt, c'est le co-brothers, pour être digne d'intérêt, je dois absolument réussir, je dois absolument bien faire. Et ça va être générateur de stress. Ça va nous conduire à être porté uniquement sur certains domaines de la vie, que sont par exemple le travail. La deuxième croyance irrationnelle que l'on peut avoir, ça va être « je dois être aimé de tous, je dois être apprécié de tout le monde, sinon je ne suis pas digne d'intérêt ». Ça, c'est une croyance que développent les gens qu'on qualifie de people pleasers. Si parmi vous, il y en a qui n'arrivent pas nécessairement à dire non à vos amis quand ils vous proposent quelque chose, ou que vous avez l'impression de faire des efforts dans la façon avec laquelle vous interagissez avec les autres. Ce que ça induit, c'est que on compromet progressivement ce que l'on est pour faire plaisir aux autres parce que sinon, on n'est pas bien. Ça vient d'où? C'est que quand on a été petit, on a peut-être été diminué, on a peut-être été jugé. Et du coup, ce qu'on développe comme croyance, c'est que je dois moduler ma personnalité de telle sorte à ce que les autres puissent m'accepter et de telle sorte à ce que je ne me fasse plus diminuer ou juger. La troisième croyance que l'on arrive à développer, et c'est celle-là qui va très certainement vous causer le plus de tort avec les autres, le plus de problèmes avec les autres, c'est les autres doivent bien me traiter et les choses doivent se passer exactement comme je le veux. Ça, c'est une des idées qu'on internalise à mesure que, quand on était petit, à chaque fois que l'on a fait une petite scène, qu'on a commencé à crier un petit peu, nos parents ou notre entourage nous a donné exactement ce que l'on attendait. En gros, fais-le, et puis voilà, à mesure que le temps passe, on grandit et puis on s'attend toujours que notre environnement va s'aligner exactement sur ce que l'on attend. Donc, notre perception contient un biais. Ce biais, ce sont ces idées qui sont un petit peu irrationnelles à travers lesquelles on va observer nos circonstances. Dès qu'il y a une divergence entre notre réalité, donc ce qui nous arrive, et, et ce que l'on attendait, on va commencer à observer une idée. Cette idée, on va l'identifier avec quelque chose qui est vrai parce qu'on ne l'a pas nécessairement remise en question. Donc cette idée va provoquer une émotion. Vous allez peut-être ressentir de la frustration, de la colère, de la tristesse. Et d'ailleurs, j'imagine que vous avez fait quelques workshops qui ont porté sur l'intelligence émotionnelle. Ces émotions, vous arrivez à les percevoir physiquement. On sent quand on est en colère, on sent quand on est triste, etc. Cette incidence physique. Et en gros, ce que ça veut dire, c'est que lorsque quelqu'un vous dit quelque chose et que ça provoque chez vous soit du stress, soit de la colère, soit de la tristesse, soit une quelconque émotion, qui c'est qui a vraiment le contrôle? Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est la personne qui est en train de vous parler ou vos circonstances ou votre environnement? Donc, si on en revient à ce qu'on était en train de dire, c'est qu'il va y avoir une divergence entre ce que vous attendiez de la personne ou de votre environnement qui va provoquer une idée. Cette idée va générer une émotion. Et cette émotion va vous encourager à vous comporter d'une certaine façon. Donc, typiquement, le type de comportement qu'on peut observer, on va commencer peut-être à se plaindre. On va se plaindre de la personne ou bien on va se plaindre de certains de nos amis pour dire que voilà, il nous est arrivé quelque chose qu'on n'a pas apprécié. Alors que se plaindre n'a jamais vraiment amélioré une situation. Ça nous détourne uniquement des possibilités qu'on pourrait explorer pour essayer de l'améliorer, justement. On va commencer à devenir irritable, c'est-à-dire qu'on va justifier des comportements qui sont déplacés de notre part à travers ce qui nous est arrivé. Donc, je pourrais par exemple prendre un exemple simple, ce serait un père de famille ou une mère de famille qui a passé une journée stressante au bureau, qui arrive à la maison et qui, une fois devant son enfant qui commence à faire un petit peu de bruit, va s'emporter avec lui.
je suis pas sûr que cette façon de se comporter avec son enfant soit la plus adaptée pour quelqu'un qui est en train de se développer. Mais on va utiliser nos circonstances extérieures pour justifier nos comportements. Donc, on va généralement manifester notre frustration avec les gens avec lesquels on aimerait nécessairement peut-être avoir un contact ou une connexion. Et les comportements qu'on va observer dans ces instances-là vont uniquement nous éloigner de ce qu'on voulait initialement. Donc, on a une divergence qui va provoquer une idée qu'on ne remet pas en question, une idée qui est presque automatique, qui est irrationnelle, qui va provoquer une émotion, qui va générer un comportement. D'accord. Et tout ça va faire en sorte que ça va nous éloigner de plus en plus de ce que l'on souhaitait initialement. Donc, mais au final, quand on se plaint d'une situation, on se place en victime. Alors qu'on n'a pas 36 000 solutions. On peut soit laisser une situation, soit la changer, soit l'accepter. Et ce mode de pensée à travers lequel on se victimise un petit peu s'appelle un locus externe. Ça suppose qu'on est impuissant face à nos circonstances et que nos comportements vont être modulés par ce qui est en train de nous arriver. En adoptant cette pensée-là, c'est-à-dire que notre situation diverge, idées, émotions, comportements, on va s'éloigner un peu de ce qu'on veut. Et vous savez comment ce que constituent vos idées, vos émotions et vos comportements? C'est votre personnalité. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que si vous ne savez pas ménager vos attentes, si vous ne savez pas revoir un petit peu le biais à travers lequel vous observez vos circonstances, vous allez commencer à développer une personnalité qui sera basée sur une émotion qui est négative et qui va uniquement faire en sorte que vous allez vous éloigner de ce que vous vouliez initialement. D'accord. Donc, quand on s'aperçoit que quelque chose nous dérange, un premier réflexe que l'on va avoir, et on va se dire peut-être que je vais changer de circonstance, je vais essayer de changer de situation. On va se dire je vais changer d'environnement de travail parce que je ne supporte plus l'environnement dans lequel je suis. Je vais changer de partenaire, de copain, d'amis parce qu'ils ne me correspondent plus, etc. Mais si on n'a pas pris le temps d'apprécier vraiment ce qui chez nous a vraiment dérangé, alors on va reproduire les mêmes schémas. C'est pour ça qu'on peut penser que dans certaines instances, on va enchaîner certaines relations qui pourraient être toxiques. On va se retrouver dans une succession de boulots que l'on ne va pas apprécier, mais qu'on va quand même tolérer parce qu'on n'a toujours pas compris, au final, ce qui nous a dérangé. Donc, aujourd'hui, ce que je suis en train d'introduire, c'est la nécessité d'une conscience de soi, de pouvoir apprécier cet inconfort qui provient de nos émotions et cet inconfort physique qu'on arrive à percevoir. Je voulais vous apporter déjà à minima 2 outils pour vous permettre de le remettre en question. Le premier outil, c'est celui des 5 raisons. Il est assez simple. C'est uniquement de se demander au moins 5 fois pourquoi est-ce qu'on ressent certaines choses. Parce qu'on arrive à le percevoir. Mais en se demandant au moins 5 fois pourquoi est-ce qu'on perçoit certaines choses. Alors, admettons, prenons une situation, je ne sais pas, parce que on a été en colère ou plutôt parce qu'on a été stressé par une situation au bout. Pourquoi est-ce que je suis stressé? Parce que j'ai trop de boulot. Donc, la première raison qu'on est en train d'invoquer, c'est une raison qui est exogène. C'est une raison qui ne nous correspond pas, alors que notre inconfort, il est situé en nous. Donc, si on commence à se demander pourquoi, on va peut-être commencer à explorer certaines pistes qui voudraient que peut-être que je pense que je ne suis pas capable de réaliser ce qu'on est en train de me donner. D'accord. Pourquoi? Peut-être parce que je suis en train de dénigrer la personne que je suis et que j'en reviens peut-être à ces croyances limitantes qu'on a, je dois être parfait et que je pense que ce que je suis ne pourra pas être à la hauteur de ce que j'espère pouvoir être. D'accord. Le deuxième outil que je voulais vous apporter, c'était celui du questionnement socratique. Le questionnement socratique vise à remettre en question notre perception, donc à savoir ce prisme à travers lequel on observe nos circonstances. Et il est particulièrement utilisé dans la thérapie cognitivo-comportementale. Cet outil vise à dissocier dans vos idées ce qui relève des faits et ce qui relève de vos émotions. Dissocier les deux. De vous apporter une perspective qui serait différente de la vôtre. Donc, en se demandant qu'est-ce que penserait quelqu'un d'autre à ma place. Ou encore de challenger un petit peu les hypothèses que vous émettez
lorsque vous essayez d'apprécier une situation, parce que, encore une fois, les idées que l'on porte au sujet d'une situation vont être conditionnées par ce en quoi on croit. D'accord? Et ce en quoi on croit, il y a certaines croyances qui sont irrationnelles qui vont faire qu'on va développer certaines idées qui ne correspondront pas à la réalité. Au final, la seule chose qu'on peut contrôler, ce sont nos réactions. On est libre de choisir vraiment comment on réagit à n'importe quelle circonstance ou à n'importe quelle personne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avec chaque décision que l'on prend, on va soit continuer à s'assujettir à des réactions qui vont être impulsives, qu'on ne contrôle pas et qu'on va blâmer notre environnement extérieur pour justifier qu'on s'est comporté de la sorte. Soit on va finir par s'émanciper de ce contrôle externe et enfin reprendre le contrôle de nos réactions et puis ne plus les conditionner par ce qui est en train de nous arriver pour avoir le recul suffisant de pouvoir s'orienter vers ce qu'on veut. Parce qu'au final, soit on va penser que nos réactions, et nos agissements, nos comportements ne sont pas de notre responsabilité, d'accord, et que ils sont conditionnés par ce qui nous arrive de l'extérieur, le locus externe, cette logique un petit peu fataliste. Donc, si on adopte cette démarche, alors on peut justifier n'importe lequel de nos comportements. On peut se comporter comme on veut et dire ah mais c'était à cause de un tel ou c'était à cause de ceci ou à cause de cela. Et on va proactivement empirer notre situation alors qu'au final c'est pas nécessairement ce qu'on veut. C'est pour ça que une fois qu'on sort de cette démarche où on se place en victime, on se place on s'assujettit un petit peu à nos circonstances, on se dit qu'on peut moduler nos comportements. Et ce module s'appelle le locus interne, c'est-à-dire qu'on va pouvoir apprécier nos comportements de telle sorte à ce qu'on puisse les orienter vers ce qu'on veut, et plus vers ce qu'on veut sur le moment, c'est-à-dire une réaction émotionnelle, mais plutôt vers une réaction qui sera plus réfléchie et qui sera en ligne avec l'image qu'on a de nous-mêmes. Donc, pour récapituler, premier récapitulatif, aujourd'hui, vous avez 6 à 7 domaines de votre vie que vous essayez d'équilibrer. Il y en a peut-être quelques-uns pour lesquels vous avez éprouvé certains ressentis qui sont pesants. Vous êtes peut-être frustré par vos relations avec certaines personnes parce que vous n'arrivez pas à communiquer, ou vous êtes trop stressé par votre boulot, ou vous n'arrivez pas à vous prendre en main parce que vous voulez vous concentrer un petit peu sur votre santé, mais vous n'arrivez pas à trouver cette discipline. Ça va provoquer cet inconfort émotionnel. On arrive à l'identifier aujourd'hui parce qu'il est physique. La première piste, c'est d'identifier les causes internes qui ont provoqué ce ressenti. La deuxième, c'est de ne pas s'engager dans les comportements qui ont une faible valeur ajoutée pour créer ce que l'on veut, dans la mesure où les comportements qui sont basés sur nos émotions, sur certaines émotions négatives, vont nous éloigner de ce que l'on veut. Et que nos réactions, nos comportements sont sous notre emprise, sous notre contrôle, et qu'on peut les contrôler. On peut adopter une perspective dans laquelle on va être responsable et dans laquelle on va s'orienter vers ce qu'on veut. Donc, qu'est-ce que ça suppose? Ça suppose qu'on va essayer d'apprendre à se connaître nous-mêmes pour essayer de voir un petit peu dans quelle zone est-ce qu'on pourrait justement ne pas laisser libre cours à certains comportements qui ne vont pas nous servir. Et donc, pour cela, j'ai une question à vous poser. Comment est-ce que vous apprenez à connaître les gens qui vous entourent? Est-ce que vous vous basez uniquement sur ce qu'ils vous disent, sur ce qu'ils vous disent, ou est-ce que vous observez leur comportement de telle sorte à dériver ce qu'ils sont de leur façon de se comporter, plutôt que de ce qu'ils vous disent? En gros, donc, j'imagine que la plupart d'entre vous, vous observez les comportements de ceux que vous apprenez à connaître, même que ceux que vous connaissez déjà. Parce que, voilà, d'accord. Donc, c'est l'unanimité, vous êtes tous en train de dire que vous observez les comportements. Alors, j'ai une deuxième question pour vous. Est-ce que vous faites la même chose avec vous-même? Ou est-ce que vous croyez uniquement les histoires que vous vous racontez à votre sujet sur la personne que vous êtes? Laissez-moi vous poser la question différemment. Est-ce que, si aujourd'hui j'avais à vous demander, est-ce qu'il y a des zones de votre personnalité que vous trouvez perfectibles, que vous pourriez améliorer? Parce que si vous n'avez pas
déjà au moins 2 ou 3 pistes de réponse à cette question. C'est que vous considérez que vous êtes bien comme vous êtes parfait comme vous êtes. Mais ce que ça fait, cette façon de penser, c'est que ça dénigre ce qu'on pourrait être au profit de ce qu'on est aujourd'hui. Alors que si on avait au moins l'humilité de s'accepter tel que l'on est, avec nos insuffisances, avec nos défauts, et de dire que ce ne sont pas des fautes, c'est un potentiel. Si on a cette humilité de s'accepter tel que l'on est, alors on va pouvoir essayer de corriger un petit peu ces zones de nous-mêmes que l'on pourrait améliorer. D'accord. Donc, pour développer justement une estime personnelle, on va commencer à apprendre à observer ses comportements et voir ces zones où nos comportements ne sont pas nécessairement alignés avec notre façon de penser. Donc, ça, c'est le deuxième sujet que je voulais traiter avec vous, ce sont les dissonances cognitives. Les dissonances cognitives correspondent à ces instances où nos comportements ne vont pas se conformer à notre façon de penser. Et ce que ça provoque une tension interne, ça provoque un mal-être. Un exemple tout simple. Une personne qui ment en permanence mais qui pense qu'elle est une bonne personne. Ça peut être tout simple. Ou bien encore, peut-être qu'au début de l'année, vous avez peut-être décidé de souscrire à un abonnement pour aller à la salle, parce que vous êtes décidé enfin de valoriser votre santé. D'accord. Donc, dans votre système de valeurs, vous vous êtes dit, je vais commencer à valoriser ça. Au bout de 2 semaines, 3 semaines, allez, peut-être un mois, vous avez passé une journée qui était relativement compliquée au bureau, et puis vous êtes sorti du bureau, vous vous êtes dit, la simple perspective de fournir un effort, d'être à la salle et de fournir un effort, commence à devenir pesante. C'est-à-dire qu'on commence à s'imaginer en train de courir ou peu importe, et on a un inconfort. C'est-à-dire qu'on commence à imaginer certaines choses qui ne sont pas encore arrivées, et on va commencer à dénigrer ce que l'on ressent à ce moment-là. Pour faire quoi? Pour s'orienter vers certaines choses qui vont très certainement nous faire plaisir. On va préférer ce soir-là se poser devant une série Netflix. On va préférer scroller sur Instagram. On va préférer faire autre chose, sauf ce que l'on voulait, que l'on savait qui aurait pu nous servir pour nous détendre ou pour nous faire du bien, etc. Donc, à ce moment-là, on crée une certaine forme de dissonance parce que ça commence par un jour, puis un deuxième, ça finit par une semaine, puis un mois. Puis maintenant, il y a le confinement, donc maintenant, on a tous une excuse pour justifier que on ne fait pas beaucoup de sport parce qu'on ne peut plus aller à la salle. Mais ce qui en ressort, c'est que la dissonance, elle vient d'où? Elle vient du fait que nos comportements indiquent que l'on valorise des vecteurs de plaisir. Alors que dans notre tête, on pense qu'on valorise toujours notre personne et notre santé. Et la solution, elle est très simple. Soit on va admettre qu'on est indiscipliné ou qu'on est un petit peu paresseux et qu'on préfère valoriser certaines choses qui nous font plaisir. Soit on va changer nos actions et on va commencer à se reprendre en main et à refaire un petit peu de sport. Et ce que ça fait, c'est que si on n'arrive pas à lisser cette dissonance, on devient trompeur à nos dépens. Pourquoi? Parce qu'on va commencer à invoquer des excuses qui nous sont exogènes. Je ne m'entraîne pas parce que je suis stressé. Je ne m'entraîne pas parce que j'ai des problèmes dans ma relation. Je ne m'entraîne pas parce que. Non, je ne m'entraîne pas parce qu'au final, je vais aller regarder la télé ou parce que je vais aller faire autre chose qui va me détourner de ce que je voulais faire ici. Donc, c'est ça. Une fois qu'on ne se ment plus à nous-mêmes, on arrive à faire la part des choses pour essayer de lisser ces dissonances. Donc, aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il est important de lisser ces dissonances? C'est parce que vous avez des circonstances qui vous sont spécifiques. Chacun, on a vécu notre vie jusqu'à présent qui nous a amené au stade où on est aujourd'hui. D'accord. Et on ne peut pas revenir en arrière. Il y a les 6 à 7 domaines de notre vie dans lesquels on peut avoir un inconfort. D'accord. Ce n'est pas une fatalité. Parce qu'aujourd'hui, on arrive à prendre conscience de cet inconfort et de se dire, OK, j'ai la capacité de conceptualiser un idéal. D'accord. Cet idéal, il va être assujetti à tout ce que vous allez faire aujourd'hui et tout ce que vous allez faire maintenant. Et cet idéal, comment est-ce qu'on peut le conceptualiser? Si je pouvais obtenir ce que j'arrive à imaginer avoir, alors ça va justifier le fait que je puisse fournir les efforts que je ferai pour obtenir ça.
d'accord? De telle sorte à ce que le payoff, ce que vous allez gagner à travers la personne que vous allez incarner et que ce que vous allez obtenir, justifiera le fait que vous allez peut-être devoir laisser tomber certains aspects de votre personne que vous pouvez apprécier. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, vous avez, je ne sais pas, peut-être que vous devez devenir de meilleurs communicants parce que ça ne fonctionne pas très bien dans votre couple ou parce que vous n'arrivez pas à communiquer avec votre famille sans que ça parte dans des cris. Peut-être que vous devez devenir un meilleur penseur. Peut-être que vous supportez pas votre job, mais que vous restez malgré tout dedans et que vous faites ça par habitude et que vous ne vous dites pas que peut-être que je devrais obtenir une meilleure formation académique. Peut-être que je devrais peut-être lancer mon business. Mais au lieu de ça, c'est justement là que lisser les dissonances est important. C'est que on va commencer à définir notre personne à travers nos comportements. Et donc, si l'on arrive à observer nos comportements de telle sorte à ce que on se détache progressivement de ce qui va nous peser, de ce qui ne nous sert pas dans la vie, de notre apathie, de nos mauvaises habitudes, de nos réactions impulsives, de notre colère, etc. Et qu'on commence à envisager de changer ce que l'on est pour obtenir quelque chose de mieux. Donc, en devenant un peu plus discipliné, en devenant, en essayant de développer notre potentiel, en essayant somme toute, d'avoir une certaine forme de gestion de soi qui nous permettra de nous améliorer. Et donc, euh, on, peut, on peut se demander, pour s'inscrire dans cette ligne-là, on peut se demander à chaque instant, est-ce que ce que je suis en train de faire maintenant est en train de me servir pour créer la réalité que j'ai envie d'obtenir? Par ma propre définition, je sais qu'il y a quelque chose de mieux qui m'attend, je sais que je peux conceptualiser quelque chose que le fruit de mes efforts pourrait me permettre d'obtenir. D'accord. Est-ce que ce que je suis en train de faire maintenant est en train de me rapprocher, est en train d'augmenter la probabilité de réalisation de ce que je veux ou pas? Et donc, on n'est pas parfait. C'est une certitude. Bien sûr qu'on n'est pas parfait, on a tous certains mauvais côtés, on a tous pris certaines habitudes qui ne vont pas nous servir pour éventuellement obtenir ce qu'on veut. Mais ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on est libre de choisir un petit peu nos réactions et notre façon de nous comporter. Donc, ce que l'on peut faire, c'est essayer d'adopter nos responsabilités de telle sorte à laisser derrière nous ces comportements qui ne nous servent pas et graduellement s'orienter vers des vecteurs de développement qui pourront nous permettre d'atteindre ce stade où on sera bien. Vous m'avez entendu dire que nos comportements, euh, nos comportements vont représenter un petit peu nos valeurs. Nos valeurs sont traduites par notre façon de nous comporter. C'est d'ailleurs comme ça que vous observez les gens. Vous pouvez vous émettre une certaine opinion au sujet de quelqu'un, de dire qu'il est calme ou qu'il est bien intentionné, en seulement l'observant au gré du temps. Et donc, les principales valeurs que l'on a viennent au détriment l'une de l'autre. Aujourd'hui, je voulais aborder certaines valeurs avec vous qui sont assez récurrentes dans les interactions que j'ai avec les gens avec qui j'échange. La première, c'est notre liberté. Donc, on est encore une fois libre de pouvoir se comporter comme on le souhaite face à n'importe quelle circonstance. Et ce qui va nous empêcher de s'engager vers cette liberté, c'est cet attachement qu'on a pour notre sécurité. On a une certaine zone de confort de laquelle on n'aime pas vraiment sortir. Et par zone de confort, je n'entends pas seulement le fait qu'on va venir se poser devant la télé. J'entends également le fait que vous êtes par exemple dans un emploi au gré duquel vous faites toujours les mêmes choses, que vous n'avez pas nécessairement envie de sortir de cette zone où vous faites ce que vous savez faire, mais qu'au fond de vous, vous n'êtes pas entièrement satisfait et que vous faites parce que vous avez peut-être pris d'autres engagements par ailleurs et donc vous valorisez votre vie. Donc, ça pourrait être ça. Ça pourrait être, par exemple, aborder quelqu'un que vous ne connaissez pas. Parce que, je sais pas, quelle que soit la raison pour laquelle vous voudriez l'aborder. Donc, ce que ça suppose, c'est qu'on va devoir dépasser une certaine peur.
une certaine peur d'être jugé, parce qu'on va peut-être s'engager dans quelque chose qu'on n'a pas encore fait. Parce que c'est très simple. Si si on veut obtenir quelque chose de nouveau, alors il faudra qu'on s'engage dans quelque chose qu'on n'a pas encore fait par le passé. Et cette doctrine veut que, en gros, on va d'abord être un brouillon au début. On n'est pas parfait. Donc, on va commencer quelque part. Et il faut commencer quelque part. Et donc, si on n'a pas cette capacité de dépasser cette peur d'être jugé, on en revient encore une fois à ces croyances qui peuvent nous limiter dans l'orientation que l'on peut donner à nos comportements. On va commencer à penser qu'on ne sera pas assez, ou bien qu'on va être jugé, ou bien que les gens vont mal réagir. Et donc, on va commencer à rentrer dans certaines considérations internes qui vont faire qu'on va s'arrêter et qu'on ne va pas s'engager vers ce qu'on veut vraiment. Donc, entre la personne que vous êtes aujourd'hui et la personne à laquelle vous pourriez aspirer, votre idéal, il y a votre zone de confort que vous ne voulez pas quitter. Il y a vos appréhensions, toutes ces peurs que vous avez qui résultent uniquement des idées que vous entretenez en permanence. Et il y a également cette partie de vous-même que vous savez que vous pourriez laisser de côté pour essayer de vous développer personnellement. Donc, trouver cette discipline pour essayer de s'améliorer, pour essayer de s'étoffer, d'étoffer la personne que l'on est pour, je ne sais pas, aller parler avec votre supérieur hiérarchique de certaines choses qui vous pèsent depuis un moment, ou pour essayer d'améliorer les choses avec la personne avec qui vous êtes parce que vous n'arrivez plus nécessairement à communiquer. Les raisons vous seront propres et les raisons peuvent être multiples, mais on est libre à chaque instant de réagir comme on veut et de se développer comme on le souhaite. D'accord. Ça, c'est les premières valeurs pour lesquelles les personnes avec qui je traite sont un petit peu ancrées. C'est-à-dire se détacher un petit peu de cette peur et de cette zone de confort, c'est pas nécessairement évident. La deuxième chose, c'est les deuxièmes valeurs auxquelles je voulais aborder avec vous, c'est notre agréabilité et notre authenticité. L'agréabilité, qu'est-ce que c'est? C'est un trait de personnalité qui voudrait que vous fassiez plaisir, que vous cherchiez le compromis avec les autres. En fait, en faisant ça, c'est ce que j'énonçais un petit peu au début, c'est qu'on devient un people pleaser. On ne va pas nécessairement savoir dire non, on va adhérer à certaines idées avec lesquelles on n'est pas d'accord, on va avoir l'impression que l'on fait des efforts avec la personne avec qui on est. Et il y a certains traits de comportement qui peuvent être caractéristiques de notre agréabilité. C'est que on va commencer à compromettre la vérité pour ne pas froisser la personne que l'on a en face de nous. Combien de fois est-ce qu'on se retient de dire toute la vérité à la personne qu'on a en face de nous parce qu'on a peur d'être jugé, on a peur de ses réactions, on n'a pas envie que la personne s'énerve, on n'a pas envie de provoquer une réaction qui va être déplacée. Pourquoi? Parce que, encore une fois, on s'est rattaché à cette sécurité. Vous voyez comment toutes les valeurs sont connectées. On s'est rattaché à cette sécurité, ce confort, ce plaisir qu'on trouve à avoir dans notre relation et qu'on ne veut pas sortir de ce petit cadre pour être enfin soi-même et ne plus développer une certaine forme de ressentiment à l'égard de la personne qu'on a en face. Parce que si vous avez l'impression que vous donnez de votre personne, c'est que vous ne dites pas tout à votre interlocuteur. Vous ne dites pas tout. Et vous vous en plaignez peut-être auprès de vos amis, etc. Et lorsque vous faites ça, un bon indicateur que vous n'êtes pas entier avec la personne, c'est que vous avez du ressentiment. Vous êtes avec quelqu'un que vous pensez apprécier, mais il y a toujours une boule qui vous dérange et il y a toujours du ressentiment qui est en train de prédominer le ressenti que vous avez à l'égard de la personne. Et cette agréabilité, elle se fait parce que, vous voulez peut-être être apprécié de la personne. Donc, on en revient aux croyances irrationnelles de tout à l'heure. Je dois absolument être apprécié de quelqu'un, donc je vais compromettre ce que je suis pour lui faire plaisir et pour être apprécié. Parce que si je lui montrais tout ce que j'étais, peut-être que ça ne lui correspondrait pas. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on a peur d'être nous-mêmes parce qu'on a peur d'être rejeté et parce qu'on se rattache à ce confort que nous apporte la relation. C'est ce qui fait, par exemple, que par un moment, vous ne voulez peut-être pas aborder votre manager ou votre supérieur hiérarchique pour lui dire que certaines tâches que vous réalisez au jour le jour ne correspondent pas à vos attributions. Et que tout simplement, si vous continuez dans cette voie, peut-être que ça va vous démotiver.
qu'il y a peut-être certains process que vous trouvez archaïques et que vous pourriez peut-être améliorer. Donc, on va se retenir, on va juste dire oui, oui, oui. Et de l'autre côté aussi, hein, on peut avoir un subordonné avec qui va commencer à observer des comportements qui sont un petit peu déplacés. Mais vu qu'on a peur un petit peu de l'aborder, de lui dire les choses franchement, on va laisser les choses couler et puis on va commencer à développer une forme de ressentiment à l'égard de ça. Cette agréabilité, encore une fois, ce qui est caractéristique, c'est que avec le temps, vous allez commencer à vous apercevoir que vous euh, compromettez votre intégrité et la personne que vous êtes pour la relation. Et donc, vous développez une certaine forme de ressentiment et des émotions qui vous pèsent. Alors que vous pourriez être authentique. Vous pourriez prendre le risque d'être entièrement transparent avec les gens. L'authenticité, attention, ça ne veut pas dire qu'on va être désagréable avec la personne que l'on a en face de nous. Parce que, si j'en reviens encore une fois à ce que l'on disait au début, c'est que nos émotions négatives, elles vont provoquer certains comportements, mais qu'on doit apprendre à apprécier. Ne pas se comporter en ligne avec quelque chose qui ne va pas nous servir. Donc, être authentique, être vrai, ça ne veut pas dire que je vais être empoisonné dans ma façon de parler avec quelqu'un, que je vais je vais me mettre nécessairement en colère. Non, ça veut juste dire que je vais dire ce que je pense. Et on a le droit d'avoir un désaccord, de formuler un désaccord entre nous, sans que ça contrevienne ou que ça influence la qualité de notre relation. Ça, c'est un niveau de maturité qu'on peut atteindre en se disant, aujourd'hui, j'apprécie la personne pour ce qu'elle est. Je n'ai pas envie de compromettre ma relation avec la personne. Je peux être en désaccord avec elle, mais je ne vais pas le matérialiser, le manifester en étant méchant, désagréable, frustré, etc. Et donc, euh, votre authenticité, c'est cette capacité à prendre le risque d'être entièrement vous-même dans toutes les circonstances. J'arrive au terme en fait de ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. J'espère que vous avez pu apprécier un petit peu, boucler un petit peu tout ça. Aujourd'hui, vous avez 6 domaines de votre vie que vous essayez d'équilibrer, que privilégier l'un d'entre eux va très certainement se faire au détriment d'un autre. Que lorsque vous aurez plus cet équilibre, vous allez peut-être sentir que vous avez trop mis l'accent sur votre travail au détriment de votre famille ou au détriment de vos relations. Ou l'inverse, peut-être que vous avez mis l'accent sur vos relations, vos loisirs, au détriment de votre travail et de votre carrière. C'est un choix. Donc, vous avez un certain inconfort. Cet inconfort, vous pouvez le percevoir. Il est physique. Il traduit une émotion qu'on n'a plus envie de laisser prendre le contrôle de notre vie parce que ce n'est pas l'extérieur qui va commencer à orienter nos comportements. On va prendre le temps de les apprécier avec les 5 raisons, avec le questionnement socratique, en se posant vraiment les bonnes questions pour savoir si nos comportements sont justifiés par des faits ou par des émotions, si on émet certaines hypothèses qui proviennent de nos croyances que l'on n'a pas remis en question parce qu'on a grandi, on a appris à être comme ça et que ça demande un petit peu de recul de faire ce travail sur soi-même. Et donc, une fois qu'on en arrive là, ok, je peux conceptualiser quelque chose de meilleur. Quelque chose de meilleur qui va justifier les efforts que je vais devoir fournir pour pouvoir l'atteindre. Ça demande quoi? Ça demande de lisser nos dissonances cognitives. Nos dissonances cognitives pour observer nos comportements, de telle sorte à ce qu'ils soient alignés avec ce qu'on veut au fond de nous. Et ce qu'on veut au fond de nous, c'est juste qu'on soit mieux et qu'on soit en paix avec nous-mêmes. Et pour être en paix avec nous-mêmes, on a la capacité de faire ces efforts qui vont nous engager vers, vers cet idéal. D'accord? Et nos comportements vont montrer ce que l'on valorise plus que ce que l'on pense à notre sujet. Donc, on se dissocie des idées que l'on a de nous-mêmes, on s'observe objectivement en disant, OK, j'ai passé combien de temps aujourd'hui sur Netflix? 3 heures. J'ai passé combien de temps sur Netflix? 2 heures. Est-ce que ça me sert vraiment alors que j'ai un job que j'aime pas? Ou alors que peut-être que je pourrais appeler quelqu'un avec qui je pourrais régler mes différends, ou peu importe. On a tous des objectifs qui pourraient justifier les efforts qu'on va fournir et donc l'observation des comportements qu'on va essayer d'améliorer. Et donc, il y a certaines valeurs qui sont importantes à observer. Et si on se définit d'une certaine façon, en étant authentique, on se définit comme étant quelqu'un qui a une façon d'être qui va
être orienté vers du développement personnel, vers de bonnes relations, un bon communicant. Alors, on va commencer à observer chacune de ces instances où on diverge un petit peu de ce que l'on croit. D'accord. Et donc, voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que au final, pour moi, c'est un message qui est porteur d'espoir. J'ai vraiment envie de véhiculer aujourd'hui, c'est notre capacité intrinsèque à dépasser les situations qui nous dérangent en prenant nos responsabilités et essayer de s'engager vers ce qu'il y a de mieux pour nous. C'est très simple. Et pour ça, il faut apprendre à s'observer. Je suis disposé à. Déjà, je vous remercie tous de m'avoir écouté. Je suis disposé à vous envoyer à chacun d'entre vous un des workbooks que j'utilise dans le cadre des sessions que je donne. Si vous voulez m'envoyer un petit message, je serai disposé à vous communiquer ce qu'il faut. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Ramadan Mubarak Saïd, Sahab Salama. J'espère vraiment que ça vous a plu. Et je, je laisse la parole peut-être à. Merci beaucoup, Sofiane. Merci beaucoup, Sofiane, pour ce magnifique workshop. C'était très intéressant et on a pu connaître mais de nouvelles perspectives et comment changer nos perspectives, surtout sur des croyances qu'on a déjà. En fait, je propose que on commence des questions-réponses, si vous permettez. Bien sûr. Si des personnes qui ont des questions, vous pouvez utiliser le chat ou comme vous voulez. Très bien, je prends vos questions. Merci beaucoup. Je suis désolé. Comment savoir ce qu'on veut? Il faut. Alors, comment savoir ce qu'on veut? On sait déjà ce qu'on ne veut pas. Et dans ce qu'on ne veut pas, c'est ça, c'est qu'on est concentré généralement sur nos problèmes. Et c'est cette perspective qui fait qu'on va être porté sur sur ces émotions un petit peu négatives. D'accord. On va s'en dissocier. Comment identifier ce qu'on veut? On va commencer à essayer de conceptualiser ce qui serait bien pour nous. Je ne sais pas. Par exemple, on peut prendre des exemples concrets. Je suis dans une relation dans laquelle je suis en train de compromettre ce que je suis, que je suis en train je n'ai pas appris à mettre de limites avec la personne. Et donc, ce que je suis aujourd'hui est en train de me déranger. Ça me pose problème parce que j'ai trop laissé d'espace à la personne et donc je ne me retrouve plus. Je me retrouve plus, je suis plus très bien. Donc, peut-être que je n'ai pas appris nécessairement à le communiquer à la personne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je dois apprendre à formuler peut-être certains arguments qui vont me permettre de mieux communiquer, ou bien de dire à la personne que j'ai besoin d'un petit peu de temps pour moi. Après, ce qu'on veut va être spécifique à chacun. C'est vraiment spécifique à chacun parce qu'on a tous des circonstances qui ont fait qu'on est là où on est aujourd'hui. Et ce que je pourrais vouloir moi ne correspondra peut-être pas à ce que vous pourriez vouloir. C'est pour ça que le process du coaching est intéressant en cela qu'il vous permet de vous révéler un petit peu à vous-même à travers des questions qui vont euh, remettre, qui vont vous permettre de challenger votre façon de penser, de vous distancier de ces émotions qui ne vous servent pas, de réaliser que vous avez certaines croyances qui font qu'elles vous empêchent de vous orienter vers ce que vous voulez. Et peut-être que vous allez trouver ce courage de devenir authentique, d'exercer cette liberté que vous avez pour pouvoir vous développer, de commencer à laisser tomber, je ne sais pas, les soirées Netflix pour commencer à reprendre des cours ou j'en sais rien. Chacun a sa vision. Merci beaucoup, Sofiane. Alors, s'il y a des personnes qui veulent prendre la parole, qui ont l'option d'y lever la main, vous pouvez juste lever la main et puis, غادي نمشيو par ordre ou vous pouvez dire ce que vous voulez. Oui, Salma, vous pouvez commencer.
Alors, bonjour tout le monde. Je me présente, c'est Salma Zrekan. Et la première des choses, je voudrais bien remercier Sofiane pour son intervention et pour son discours qui était riche d'informations. Et bien sûr, remercier moi pour cette opportunité. Donc, c'était moi qui viens de poser la question de comment savoir ce qu'on veut. Et je voudrais bien savoir si ça serait quoi des livres là où je peux lire ou bien des sites là où je peux me confier ou bien des outils je peux les utiliser afin de m'aider à savoir ce que je veux, que ça soit le monde professionnel ou le monde quotidien. Et merci. Euh, d'accord. Euh, en gros, en gros, si tu veux, déjà merci pour ta question. Euh, on- Généralement, pour savoir ce qu'on veut, il faut qu'on ait des comportements qui soient alignés avec nos valeurs. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Dès qu'on compromet nos valeurs, on sait que l'on va être, euh, on ne va pas bien se sentir. D'accord. On n'est bien que quand on est aligné avec la personne qu'on est vraiment. Et pour ça, il faut savoir ce qu'on est vraiment et comment on se définit. Euh, Encore une fois, je peux t'orienter vers euh, si tu veux, je pourrais t'envoyer même un workbook qui pourra te servir, qui correspond justement à l'identification de nos valeurs fondamentales pour savoir un petit peu ce que l'on est et comment est-ce que nos comportements sont un petit peu, ne sont pas alignés aujourd'hui avec ce qu'on est en train de faire. Le deuxième, ça relève un petit peu de ce que l'on veut au fond de soi, de notre passion, de notre vocation. Et pour la découvrir, on peut la découvrir que quand se découvrant soi-même, en sachant ce que l'on a apporté aux autres. Parce qu'on est bien que quand on apporte quelque chose aux autres. Et on finit par sortir de cette logique où on fait que consommer, 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 et puis on va s'orienter vers j'ai envie de donner quelque chose, qu'est-ce que je peux donner aux autres. On trouve son compte ça c'est bon, c'est une vision qui est euh, partagée, je pense, par beaucoup. Si vous aviez une personne qui vous inspire aujourd'hui. Vous n'allez pas considérer quelqu'un qui va être égoïste, quelqu'un qui va chaud, quelqu'un qui va être juste porté sur lui-même et qui va essayer juste de tirer ce qu'il veut de son environnement. Non, on aspire tous peut-être on a tous à gagner, à aspirer vers quelque chose qui va être bénéfique pour nous et pour les autres. Parce que au lieu de s'engager dans des comportements qui vont encore faire empirer un état de fait, on a tous cette capacité d'améliorer un petit peu notre situation et la situation des autres également. C'est ça qui a une vraie valeur ajoutée à mes yeux. Merci Sofiane. Alors, on a encore une autre question. Ouais, Alors, je la lis. très bien. Alors, quelle place laisser au plaisir de la vie? Finalement, le plaisir nous tromperait-il par son caractère immédiat? Devrait-on le remplacer par la satisfaction? Euh, En gros, d'accord. Le plaisir a un caractère immédiat. Après, il a un caractère immédiat et ce qu'on recherche dans la recherche du plaisir, c'est pas la finalité, c'est l'expérience en soi. Parce que l'expérience nous fait du bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le plaisir nous fait du bien. Ça ne nous permet pas d'être bien. Être bien, c'est s'orienter vers des vecteurs de développement qui vont nous permettre d'atteindre ce que l'on veut. Mais attention, je ne suis pas en train de vous dire que vous devez laisser tomber complètement tout ce que vous faites pour vous faire plaisir. Pour vous faire plaisir. Non, on peut savoir faire la part des choses. On sait qu'on a 24 heures dans une journée, on passe, je sais pas, 6 à 8 heures de dormir, et puis le reste de la journée, on a des choix à faire. On peut essayer d'observer une certaine routine qui nous permettra de se dire, si j'arrivais à produire ce que je produis dans cette journée et en prenant mes responsabilités pour me développer personnellement, etc., alors peut-être que je peux me permettre d'avoir, je ne sais pas, 1 heure, 2 heures, 3 heures, peu importe, dépendamment de où est-ce que vous en êtes dans la vie. Si vous êtes encore très éloigné de ce que vous voulez et que malgré tout, vous ne faites rien pour essayer de vous engager vers ce que vous voulez, alors il y a peut-être un problème.
peut-être qu'il y a certaines priorités à revoir. Et que donc, le plaisir en soi, si on n'arrive pas, c'est aussi cette recherche de plaisir, c'est impulsif aussi. C'est une recherche d'un état émotionnel qui nous fait plaisir. D'accord? Et ne pas savoir maîtriser cette pulsion et s'adonner à de la gratification instantanée à chaque fois, c'est du temps qu'on est en train de prendre sur le développement qu'on pourrait observer alors que notre temps est limité. Merci beaucoup, Sofiane. Alors, j'ai une autre question de la part de Nadan. Si on était une personne ambitieuse, motivée, qui encourage toute personne, elle savait ce qu'elle veut et un jour, elle tombe en dépression. Est-ce possible de la surmonter et revenir comme avant avec les mêmes ambitions et avoir plaisir à la vie? D'accord. Donc, en gros, on finit par tomber dans des circonstances qui ne nous correspondent plus. D'accord. Et on finit par observer certains comportements qui font qu'on va dénigrer ce qu'on est, parce qu'on voit qu'on n'est plus la personne qu'on était auparavant et qu'on on est parti sur une pente qui nous a amené là où on est aujourd'hui. Se culpabiliser soi-même pour dire qu'on n'a pas été à la hauteur de ce qu'on voulait auparavant, ça ne sert à rien, parce que ce qui est passé, c'est déjà fait. D'accord? L'avenir présente une contrepartie qui est positive, qui est pleine d'espoir, parce qu'on a la capacité aujourd'hui de reprendre ses ambitions, de reprendre sa vie en main, en orientant ses comportements de telle sorte à ce qu'ils puissent refléter les ambitions que l'on pouvait avoir, ou même comprendre ce qui nous est arrivé par le passé. Ça va nous permettre de nous étoffer un petit peu, de se comprendre un petit peu plus, et de telle sorte à ce que à l'avenir, on sera encore plus résilient, on sera encore plus résistant. Ce qu'on a appris par le passé va nous servir encore plus à nous étoffer. Merci beaucoup. Alors, une Peut-on autre réussir dans un question domaine que de Doha. peut-on réussir dans un domaine que nous n'aimons si on est maso, peut-être. Au final, Simon Sinek disait que travailler pour quelque chose pour lequel on a peu d'intérêt, travailler dur pour quelque chose pour lequel on a peu d'intérêt, ça s'appelle du stress. Et travailler dur pour quelque chose qu'on apprécie, c'est une passion. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure est-ce qu'on sera productif, dans quelle mesure est-ce qu'on sera à 100% engagé dans ce qu'on fait quand on n'aime pas nécessairement ce qu'on fait. Et je ne sais pas, peut-être qu'au final, on pourra. À mon sens, c'est pas un vecteur c'est pas une voie qui va nous permettre de nous accomplir individuellement pour réaliser le potentiel que l'on a, parce qu'à chaque fois, on aura ces discours de se dire j'aime pas ceci, j'aime pas cela, on ne sera pas très bien. Merci, Soufiane. Alors, une autre question de Nouheila. Comment ne pas perdre de vue ses objectifs ou se motiver pour les atteindre? S'observer. Il faut que nos objectifs soient mesurables. Déjà, il faut qu'on sache se donner, par exemple, certaines deadlines pour essayer d'atteindre nos objectifs, de telle sorte à ce que si on se perd un petit peu en chemin, et ça arrive à tout le monde, on peut un petit peu dévier, un peu parce qu'on commence à se sentir fatigué, que c'est dur de garder toujours le même motivation, etc. Mais de ne pas être trop dur envers soi non plus, de ne pas se dire, OK, j'ai complètement dévié de ce que je voulais faire, et donc je suis bon à rien, etc. Donc, garder cette motivation, c'est uniquement assigner déjà suffisamment de sens aux objectifs qu'on veut accomplir. Parce que si on veut accomplir quelque chose qui a du sens, ça va justifier les efforts qu'on fournira pour essayer de les accomplir. Parce que si on fait quelque chose qui est petit, qui est égoïste, qui n'a pas de grande valeur ajoutée, alors au premier désagrément, on va commencer à perdre un petit peu cette motivation qui avait justifié les efforts qu'on voulait engager. Alors que si on commence à s'engager dans quelque chose qui sera plus, qui aura une grande valeur ajoutée, qui sera bien pour les autres, etc. Alors on pourra éventuellement supporter certaines
difficultés qui autrement nous auraient un petit peu dissuadés de poursuivre. D'accord, merci. Alors, il y a Zakaria qui a levé la main. Il veut prendre la parole. Vous pouvez commencer, Zakaria. D'accord, merci. Merci. Oui, je pense. Bien. Donc, Oui, bonjour oui, tout c'est le ça. monde. Tout d'abord, permettez-moi de vous présenter. Donc, je suis Zakaria. Je, Euh, est-ce que vous m'entendez je vous entends un peu. maintenant? Oui, oui. C'est bien? D'accord. Merci beaucoup, Sofiane, pour votre présentation. C'était sans Merci à toi, doute Zakaria. riche d'informations. Donc, je voulais juste rebondir à un point très important que vous avez signalé tout au long de votre présentation, de votre intervention, c'est la dissonance cognitive. Ma question par rapport à ça, est-ce que le fait de changer nos connaissances et de nos pensées de telle sorte qu'elles soient en accord avec nos comportements est toujours une bonne chose ou bien une mauvaise chose? Ça de un. Et si vous pouvez nous donner quelques situations réelles de notre vie quotidienne que nous adoptons cette attitude de la dissonance cognitive. Et merci beaucoup. D'accord. Le fait de changer pour se dire que c'est de changer notre façon de penser pour dire que c'est une bonne ou une mauvaise chose, ça c'est personnel. C'est notre appréciation, elle est subjective. Par exemple, dans le cas que j'ai évoqué tout à l'heure, si je disais qu'on pourrait changer notre façon de se voir pour dire uniquement qu'on va commencer à valoriser notre confort plutôt que notre santé, tout ce que je suis en train de dire, c'est match de chararas. Juste, sois honnête avec toi-même, comme ça tu n'auras plus ces excuses de je suis en train de faire ceci ou je suis en train de m'engager vers la télé, vers Hada, parce que j'ai eu une journée stressante. Non, je m'engage vers ça parce que j'en ai envie. Déjà, ça te permet de lisser un petit peu une dissonance. Le cas le plus courant, pour ce qui relève de la dissonance cognitive, c'est quand on sait que quelque chose est nocif pour nous, mais qu'on le fait malgré tout. La cigarette, l'alcool, etc., etc. Beaucoup de choses qui pourraient, euh, qui montrent que nos comportements ne reflètent pas ce qu'on sait. C'est tout ce que ça veut dire. Et essayer de les lisser veut dire que, par exemple, dans le cas de la cigarette, je ne vais pas utiliser l'excuse du stress du boulot pour dire que je suis en train d'allumer. Non, je suis en train de la fumer parce que j'aime fumer, parce que je veux fumer. Tout simplement. Après, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? C'est à toi de. Je pense qu'on est suffisamment informé, on a suffisamment d'informations à notre disposition aujourd'hui pour euh, euh, apprécier le caractère qui serait bénéfique ou non de ce dans quoi on s'engage. J'ai vu une question. Pourrais-tu nous parler de la timidité? Euh, oui, c'est ça. La timidité, dans quelles circonstances? La timidité, c'est peut-être qu'on n'a pas envie d'aller aborder quelqu'un. Je vais prendre l'exemple de bon, on n'a pas nécessairement le courage d'aller parler à quelqu'un. Et là, tout simplement, on peut utiliser encore une fois les cinq raisons qui font que pourquoi est-ce qu'on n'a pas envie d'aborder la personne? Parce qu'on a peur d'être rejeté, tout simplement. Et pourquoi est-ce qu'on a peur d'être rejeté? Pourquoi est-ce qu'on accorde de l'importance au fait d'être rejeté? Parce que on va se sentir mal. Pourquoi est-ce qu'on va se sentir mal si on est rejeté? C'est parce qu'on définit notre estime à travers le regard de quelqu'un d'autre. Donc, on assujettit encore une fois notre estime personnelle, notre confiance et tout ce qui s'y rattache au regard des autres. Et donc, c'est ce que j'ai énoncé tout à l'heure, c'est si quelqu'un vous dit quelque chose qui vous fait sentir mal, qui vous fait peur, qui vous stresse, qui vous met en colère, alors vous n'avez pas le contrôle. C'est la personne à qui vous parlez qui a. Et vous soumettez votre contrôle de ce que vous pourrez avoir, de ce que vous avez à l'intérieur, à l'extérieur. On va réussir à ne pas être impacté par le regard
et les opinions des autres. Ça dépend des circonstances. Je vais parler de ma propre expérience parce que, voilà, par exemple, je sors d'un domaine qui est assez policé, on va dire. J'étais dans un domaine de la banque, les fonds d'investissement, etc. De faire ce virement de costard-cravate vers du coaching, ça n'a pas nécessairement été des plus évidents au début pour commencer à publier certaines photos sur Instagram, pour me dire, bon, qu'est-ce que les autres vont penser. Mais à mesure que j'ai commencé à le faire, je me suis dit, mais est-ce que je suis en train d'accorder cette importance à des éléments qui me sont exogènes, ou en plus, la finalité pour moi, elle n'est pas pour moi, c'est pour je suis en train de faire ça pour les autres. Je ne suis pas en train de faire ça parce que je veux le faire pour moi, j'ai envie d'apporter quelque chose aux autres. Donc, nécessairement, je ne peux pas plaire à tout le monde et je ne vais pas plaire à tout le monde. Et donc, ce que je vais finir par attirer, ce sont les personnes qui verront une certaine valeur ajoutée dans ce que j'ai à apporter. Et je vais faire en sorte d'apporter ma valeur ajoutée telle que je le peux. Et puis c'est tout. Et une fois que j'ai commencé à intégrer tout ça, je me suis dit, ça y est, je peux dépasser cette peur d'être jugé, du regard de ce que pourraient penser les autres. Voilà. Mais c'est vrai qu'on est très assujetti au regard des autres, particulièrement je sais pas, je pense que dans certains milieux, on est un petit peu, on fait l'objet de certains jugements, de certaines observations qui sont, on va commencer à nous dire certaines choses avec certains sous-entendus. Mais si on n'a pas la résilience pour pouvoir se défendre face à ça, déjà ne pas laisser ça nous affecter et puis réussir à se défendre par la suite pour réussir à formuler un petit peu nos arguments, nous connaître nous-mêmes pour être en mesure de se défendre auprès des autres. Alors, on a peut-être ce premier volet à faire, ce premier travail à faire de se connaître soi-même. Comment pouvons-nous regagner ça, c'est une bonne question. Et pour ça, il me faut des sujets spécifiques. Et si tu le souhaites, on pourra en discuter pareil. Parce qu'il faut, en gros, on assujettit notre confiance à des éléments qui nous sont extérieurs. C'est ça, il fait que des éléments qui ne sont pas de notre contrôle. Tout ce qu'on peut contrôler, c'est nos idées, nos émotions et nos comportements. Une fois qu'on arrive à comprendre ça, un petit peu. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense qu'il y a une question de Zakaria. Par exemple, l'opinion des parents, j'ai pas pu. J'ai pas pu lire. Pardon, Sofiane? J'ai pas pu lire toute la dernière question. D'accord. Pour Hicham, si par exemple l'opinion des parents vous fait mal, comment savoir si on est sur la bonne voie, s'ils ont tort ou si au contraire on doit se soumettre à ce qu'ils disent? Quand on discute avec quelqu'un, quand on discute avec n'importe qui, le postulat de base pour avoir une discussion qui va être constructive pour les deux, c'est de se mettre tous les deux sur un pied d'égalité. De ne pas dire nécessairement que, vu que j'occupe cette position, mes arguments vont constituer une vérité. Parce que ça ferme la voie au dialogue, on ne pourra pas nécessairement parler avec une personne comme ça. Si on s'aperçoit que la personne peut-être reste sur cette position, si on s'aperçoit que la personne reste sur cette position, alors si on l'apprécie pour ce qu'elle est, on peut l'apprécier pour ce qu'elle est. Et donc se dire, elle est comme ça, et
je ne saurais pas la changer dans l'immédiat. Mais peut-être qu'à mesure que j'essaie de formuler un petit peu des arguments différemment, on pourra peut-être arriver à un discours qui va se détourner de tout ce qui se rattache au jugement, de tout ce qui se rattache au fait que je suis en train d'être diminué, au fait que je suis en train de subir la relation plutôt que de la vivre pleinement. Le postulat de base, c'est le suivant, c'est on peut avoir un désaccord. Si ce désaccord ne nous fait rien, ça veut dire qu'on est capable de formuler nos idées dans le cadre et qu'on peut essayer de communiquer nos idées, même si, même si elles plaisent ou pas. On peut essayer de formuler nos idées de telle sorte à faire quoi? À faire émerger la vérité de nos différences de perspective. Parce que, encore une fois, on a tous quelque chose à apprendre l'un de l'autre. De penser que on a raison sur tous les sujets, ça va nous mener à nulle part. Et que, quelque part, on peut considérer qu'on veut s'engager dans une conversation pour apprendre. Et dès qu'on est dans cette optique-là, on a hâte de se dire, je ne vais plus m'assujettir, je vais apprendre à mettre des limites là où il me faut pour ce qui ne relève pas d'un dialogue constructif. Et je vais essayer de dialoguer, de formuler mes idées, peut-être du mieux que je peux. Peut-être que la prochaine fois, ce sera encore mieux. Et tant que je vois qu'il y a une fermeture qui est complètement hermétique d'un côté comme de l'autre, c'est pas un terrain qui va être propice pour engager un dialogue avec lui. Il faut, en gros, soit on écoute quelqu'un pour lui répondre, parce que notre objectif, c'est d'avoir raison, soit on écoute quelqu'un pour essayer de le comprendre. Et dans ce cas, on va commencer peut-être à lui poser des questions pour essayer d'élucider ou de comprendre son point de vue, pour essayer de voir quelles hypothèses il prend, quels sont les biais dans sa perception, quels sont pourquoi est-ce qu'il a cette perspective. Et donc, ça nous permet de mieux comprendre la personne et donc de mieux comprendre ses idées et de mieux y répondre. Dernière question à poser à monsieur. J'ai des petits problèmes de connexion, je crois. Je vous entends plus très bien. Si quelqu'un Je ne m'entendais plus en fait pendant 30 secondes. Je n'ai pas entendu la question. vous m'entendez maintenant? Oui, oui. Alors, j'ai dit que comprendre à une dernière question de la part. Mademoiselle me donne une question ou là, quelque chose à dire. J'ai toujours pas entendu. Vous m'entendez maintenant? Oui, oui. J'ai dit s'il y a une dernière question posée à monsieur Soufiane. On ne peut pas décrocher des formations pratiques, par exemple en finance. Il faut chercher. C'est tout ce que je peux vous dire, il faut chercher. Il y a certainement des formations qui peuvent être dispensées, c'est pas gens qui sont en freelance ou bien des instituts spécialisés. Après, ça, c'est spécifique à la branche dans laquelle vous êtes et il faut s'y orienter et puis essayer de peut-être démarcher des gens qui sont dans le domaine pour leur demander. Alors, je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter avant de clôturer ce workshop, monsieur Soufiane.
Bah, écoutez, j'ai vraiment été ravi de pouvoir tenir ce workshop avec vous. J'aimerais vous remercier du coup d'avoir été présent et pour toutes vos questions. Encore une fois, Madame Accès, j'espère que je vous reverrai soit sur les réseaux, soit sur un autre workshop, qui sait, qui sait. Mais en tout cas, merci Amour de m'avoir offert cette Inch'Allah. opportunité. Merci Amour de m'avoir offert cette opportunité. Merci à vous. Merci à vous. Je C'était vous bien, remercie encore une c'était bien fois l'expérience, pour. merci pour l'organisation. Merci à vous tous. Merci à vous, Monsieur Soufiane. Je vous remercie encore une fois à répondre présent à notre invitation. Avec Je plaisir. remercie également les participants qui ont participé à ce workshop et cette formation ainsi que les formations précédentes. Pour cela, je vous donne encore rendez-vous sur la page More Learning de Instagram pour les formations de la semaine prochaine. Et si vous avez, par exemple, des propositions ou là, des remarques ou là, whatever you want, you can just go follow More Learning on Instagram ou stay tuned for the next trainings. Merci beaucoup, Monsieur Soufiane. Merci. Merci et merci à vous. Merci. Merci. Mbarak Ramadan. Salam. Wa alaykum salam.